Comme ça. Oups. Parfait, ouais. OK. Puis, tu sais, on est quand même centré dans le... Je prends une photo comme ça, tu vas pouvoir voir. Qui est là, qui est sur votre chandail? C'est une émission que j'aime beaucoup. Ah, d'accord. C'est Je les pensais que c'était peut-être vous. Non, c'est les personnages d'une émission. Vous êtes prête, Muguette? Oui. Alors, je suis très contente. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Le plaisir est pour moi. On s'est rencontrés il y a environ 2 mois parce Oui. que j'étais allée à l'université où est-ce qu'Adèle, Ah oui, Blais, oui, d'accord. elle a dévoilé la peinture de Oui. vous. Magnifique peinture. Oui, merci. Est-ce que vous l'avez aimée? Ah oui, Oui? beaucoup, oui, oui. Oui, elle était très belle. Donc, vous avez expliqué, raconté en fait votre histoire là-bas devant les élèves. Oui, Puis, c'est une triste histoire, mais magnifique en même temps parce que vous avez survécu l'Holocauste. oui. On appelle ça les enfants cachés, en fait, ce que vous étiez dans ce temps-là. Oui. Donc, en 1931, je crois, vous êtes né? Oui, en décembre. OK. Décembre 31, vous C'est- êtes né en France. Oui. C'est Ok. pour ça qu'on se trompe toujours, parce que je suis arrivée ici en novembre. J'avais 15 ans. J'ai seulement eu 16 ans en décembre. Hmm, Et alors on dit en 1931, j'avais 16 ans. Non, 15 ans. OK. Puis, votre père, malheureusement, est décédé Oui. très tôt. Je pense que vous aviez 3 ans. 3 ans et demi, oui. OK. Puis, votre maman, ça avait l'air d'une femme extrêmement forte. Je pense pas que c'était commun aller chercher un permis de travail dans ce temps-là. C'était, il n'y avait pas, c'était, les femmes n'avaient pas le droit de travailler en France. C'est ça. Puis là, à cause que votre père est décédé, votre mère a pris la chance Ben oui, elle avait d'aller, besoin d'aller. puis elle l'a obtenu. Oui, Fait que c'était une des premières femmes, je pense, c'est qui a ça, la obtenu première son... femme en Oui. France. Ensuite de ça, là, la guerre a commencé en 1939. Oui. Vous étiez à Paris dans ce temps-là, quand ça a Oui, commencé? oui, nous étions à Paris, oui. Puis là, vous êtes parti plus en campagne, si je me trompe pas. J'ai été évacuée avec mon école, OK. un peu au sud de Paris. Et puis maman, elle, avait été évacuée avec ma grand-mère, ma tante, mon frère, dans un petit village de Chanlot. Puis vous, c'était... Est-ce Moi, que c'était c'était à à Chanlot Sens. aussi? Non. OK. J'étais à Sens, après à Villeneuve-sur-Yonne. Maman m'a cherché partout. Hmm. Finalement, elle m'a trouvée. Et puis- Avec l'aide d'une amie. Maman avait beaucoup d'amies juives et non juives. Et cette dame-là, Madame Javiole, c'était une femme grande et forte. Elle n'avait pas peur de poser des questions. Elle était française. Maman était timide. Hmm. Alors, à force de poser des questions, on a trouvé où j'étais. Et maman est venue me chercher. OK. Puis pourquoi vous avez été séparés de votre famille? Parce que l'école, moi j'ai été évacuée avec mon école. OK. Puis c'était commun? L'école évacuait tous les enfants. Alors, OK. et ensuite, le gouvernement français a décidé d'évacuer tout le monde de Paris. Parce qu'on pensait que Paris allait être bombardé. Et puis, tous ceux qui restaient, les hommes étaient partis soldats. Et tous ceux qui restaient n'étaient pas nécessaires à l'effort de guerre. Alors, ils les ont fait partir. OK. Puis vos parents venaient de Varsovie. Oui, ils sont C'est nés à ça? Varsovie. OK. Oui, Puis là, rendu à Chanlot, là, vous avez été réunis avec c'est ça. Après, maman est venue me chercher. C'est ça. Maman m'a trouvé, m'a ramené avec elle à Chanlot. Puis là, je pense que le maire aimait bien votre famille parce que il me semble qu'il s'est passé une histoire, là. Oui. Oui? Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire? Oui, maman, quand elle est arrivée à Chanlot, avec, avec mon frère, ma grand-mère, ma tante, monsieur le maire les a mis dans une grande belle maison qui appartenait à un capitaine au long cours, un monsieur à la retraite, monsieur Bézine. Et il a dit à maman, il a dit, madame, quand vous faites à manger, assurez-vous que monsieur Bézine mange avec vous, qu'il prenne ses médicaments bien à l'heure. Et il y avait une autre famille là aussi. Alors, la maison était négligée parce que M. Bézy ne faisait pas souvent le ménage. Alors, maman a demandé à l'autre dame, elle dit, venez, on va faire le ménage, nous. Ils sont entrés dans la cuisine, ils ont commencé à ouvrir les tiroirs et les placards. Dans un des placards, ils ont trouvé un coffre. Naturellement, elles ont ouvert le coffre pour voir ce qu'il y avait dedans. Et dedans, il y avait de l'argent, des bijoux et des bibelots que le capitaine avait ramenés de ses voyages au long cours.
Alors la dame, elle dit à maman, nous sommes riches. On me dit, comment nous? Est-ce que ça nous appartient? Elle me dit, oui, mais il est vieux, il a oublié et tout. Ah non, non, ça n'arrangeait pas maman du tout. Elle a appelé ma grand-mère, elle a demandé de monter la garde pour que l'autre dame ne se serve pas. Elle est partie chercher monsieur le maire, monsieur le curé. Monsieur le curé n'était pas là, monsieur le maire est venu. Dans ce petit village, tout le monde est cousin. C'est 150 habitants. Il y avait un nom principal de l'agneau, mais les gens se sont mariés, donc il y a d'autres patronymes. Et monsieur le maire, Marcel Thierry, était cousin de monsieur Bézine. Alors il est venu et il a emporté le coffre pour le mettre en sécurité. Il a dit à maman, il dit, madame, considérez-vous comme citoyenne d'honneur de Chanlot. Et si vous avez besoin de nous, revenez. C'est comme ça que plus tard... OK. Puis vous aviez quel âge dans ce temps-là, à peu près? J'avais 10 ans. OK. La guerre a commencé, non, j'avais 7 ans quand la guerre a commencé. En 1939, j'avais 7 ans. OK. Puis là, à partir de ce moment-là, je pense que il y avait eu quelque chose à Chanlot également, puis tout le monde quittait la ville. Est-ce que c'est ça? Il y a eu l'exode. OK. L'exode, c'est que les gens, tous les gens de Chanlot, naturellement, avaient peur des Allemands. Tout le monde avait peur des Allemands. Alors, pour éviter l'armée allemande, ils ont décidé d'aller vers le sud. OK. Alors, tout le monde est monté sur des charrettes, sur des voitures, sur tout ce qu'il y avait qui pouvait partir, traîner avec des chevaux. Et ils sont partis sur la route. Et les Allemands les ont rattrapés, naturellement. Alors après, ils sont revenus. Ils ont attrapé ceux qui quittaient. Ils sont rattrapés c'est ça, OK. la cohorte. Alors, les Allemands voulaient passer, il fallait dégager la route. Et même les Allemands les ont dégagés avec des bombes, avec des avions qui mitraillaient la route. Nous, on a eu mon frère, Monsieur Basile, et puis la famille ont eu de la chance, parce que justement, ils s'étaient arrêtés dans une ferme pendant qu'on mitraillait sur la route. Ben, vous n'avez pas été sur ce chemin-là. Moi non, moi je n'étais pas là. Okay. Il y avait juste mon frère qui avait été évacué avec la famille de Monsieur Basile, là où il travaillait. Parce que je pense que pendant que tout le monde évacuait la ville, vous, sur le coup, vous vouliez évacuer la ville aussi, mais vous n'aviez pas de transport. On n'avait pas de transport. C'est ça, fait que vous avez été. Alors finalement, nous sommes chanceux. restés, oui. Je crois qu'il y avait 3 dames, dont maman, et puis il n'y avait plus aucun monsieur là. OK. Et maman a essayé, avec les autres dames, ont essayé d'arrêter. Puis les soldats français, l'armée française a passé par Chanlot. Chanlot, c'était une route nationale qui partait de Paris pour aller vers le sud. Alors l'armée française a défilé là avec des camions. Maman a essayé de les arrêter pour leur demander de nous emmener. Ils n'ont jamais voulu et ils sont partis. Wow. Puis là, vous restiez où? Est-ce que vous aviez une demeure que vous restiez, vous et votre maman? Restions, oui, avec maman. La maison appartenait à monsieur et madame Nizier. Et... C'est ceux que votre mère avait trouvé la petite boîte, là. C'est encore là que vous restiez? OK, non, ça, c'est une autre famille. Non. Okay. À ce moment-là, maman avait demandé à monsieur le maire de nous mettre ailleurs. Maman a dit elle voulait pas rester. Si jamais l'autre dame prenait quelque chose, elle voulait pas que ce soit elle qui soit accusée. Je comprends, OK. Alors, elle a demandé à monsieur le maire de nous mettre ailleurs. Là, dans cette belle maison, il y avait tous les conforts modernes. Après, on a été mis dans cet appartement où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il y avait rien. Mais, Est-ce que c'était quand même une belle famille qui vous a accueillis dans l'autre appartement? Oui, oui. Monsieur et madame Nizier habitaient en bas et nous, on habitait en haut. OK. Fait qu'il y avait une grosse différence. Là. L'autre demeure était très riche. Oui, puis là, oui, OK. Et puis, je faisais mes devoirs à la lueur d'une lampe à pétrole. Puis comment c'était à l'école? Est-ce que c'était comme un climat quand même de peur ou non. C'était... OK. Non, bien. Les copines, je les ai retrouvées après la guerre. Mais j'ai eu la chance de retrouver Madame Béraud quand je suis retournée en France après 23 ans à Montréal. Puis ça, c'est qui, Madame Béraud? OK, votre maîtresse. Oui. OK. C'est une femme extraordinaire. Pourquoi vous l'aimiez tant? D'abord parce qu'elle savait tout. Ensuite, elle faisait la classe. Je sais pas, c'était d'une façon amicale. On était bien, là. On apprenait bien.
On apprenait par cœur aussi. Il fallait savoir tout ce qu'elle nous a... les devoirs, il fallait les apprendre par cœur. Des pages d'histoire, de géographie, de sciences. La science, on les appelait les leçons de choses à l'époque. Et puis, Madame Béraud, une fois, nous a demandé d'apprendre le principe d'Archimède. Vous connaissez ? Non. Archimède était un mathématicien dans la Grèce antique. Et il a émis un système, quelque chose, un principe. Et alors, il fallait l'apprendre par cœur. Moi, j'ai toujours détesté les mathématiques, les calculs, tout ça. C'était ma bête noire. Alors, je n'ai pas appris. Le lendemain, Mme Béraud m'a demandé de réciter. J'ai bafouillé un petit peu, même beaucoup. Elle n'a rien dit. Elle a demandé juste que je reste après la classe. Alors, quand la classe était finie, elle m'a fait asseoir. Elle dit, maintenant, tu vas apprendre le principe d'Archimède. Tu t'en iras seulement quand tu le sauras par cœur. Bon. Alors bon, j'ai essayé, ça m'a pris du temps parce que commençait à faire sombre. Maman avait envoyé mon frère pour voir où j'étais passée. Finalement, je l'ai su et puis je suis allée frapper à la porte de Madame Béraud. Je lui ai récité. Bon, elle m'a laissé partir. Le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide reçoit de la part de ce liquide une poussée verticale dirigée de bas en haut, égale au poids du volume du liquide déplacé. Je le sais par cœur. Je le saurai par cœur jusqu'à la fin de mes jours, mais je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Ah, c'est parfait. Mais bravo, au moins vous l'avez appris par cœur. C'est ça qu'elle voulait. Oh oui! Vous l'avez appris par cœur. Là, je pense que tantôt, pour revenir à la guerre, là, on était rendu que vous aviez quitté Champlot, les gens étaient sur la route. Puis Champlot. Champlot, oui, je m'excuse. Les gens quittaient Champlot. Vous n'avez pas pu quitter parce que vous n'aviez pas de moyens de transport. Voilà. Je sais que aussi il y a une loi qui est passée à ce moment-là, je pense que c'est en 1942, comme quoi vous n'aviez pas le choix de porter l'étoile juive. Oui. Donc là, vous avez respecté cette loi-là. Oui. Parlez-moi de Mme Dumas. Oui, Mme Dumas, une amie à maman qui n'était pas juive. C'était le 15 juillet 1942. Nous étions à la maison. Le couvre-feu, pour tout le monde, c'était à 8 h le matin. Pour les juifs, à 8 h du soir. Et pour les non-juifs, à 10 h. Alors, il devait être 9 h du soir à peu près. Madame Dumas, qui n'était pas juive, était chez nous, elle est venue nous voir. On frappe à la porte et c'est une tante. Donc, la maman s'était remariée. Et cette dame, ma tante Hélène, c'était la sœur de mon beau-père. Et elle était grande, blonde, yeux bleus, le type arien parfait. Elle était juive. Et elle travaillait au bureau des Allemands comme secrétaire. Vraiment, personne ne savait qu'elle était juive. Mais étant secrétaire, elle savait ce qui allait se passer. Alors, elle lui frappait à la porte de maman, lui dire « Bella, il faut que tu t'en ailles parce que demain, ils viennent chercher les femmes et les enfants. Alors, il est parti avertir d'autres personnes. Alors, Madame Dumas a dit « Qu'est-ce que vous allez faire, Bella ?» Maman a dit « J'ai nulle part où aller. Demain, quand ils viendront, je prendrai Muguette, j'irai avec eux. » J'ai commencé à hurler « Je ne veux pas aller avec toi, je ne veux pas, tu iras toute seule. » Et je me brûlais par terre, j'avais une crise de nerfs. Madame Dumas a dit à maman, vous savez quoi, Bella, venez-en dormir chez moi cette nuit. Alors, on a ôté nos étoiles. Madame Dumas avec maman, chacune avec un ciseau. Madame Dumas les a mis dans son soutien-gorge. Et nous sommes partis prendre le métro. Maintenant, les Juifs avaient le droit de voyager que dans le dernier métro. Dernier wagon du métro. Mais comme on n'avait plus les étoiles, nous sommes montés dans un autre wagon. Maintenant, en France, les sièges se font face, donc les genoux se touchent. Et maman et Madame Dumas ont trouvé un siège, il y avait des Allemands un peu partout. Et moi, le seul siège que j'avais, c'était du côté, du côté de la porte. J'étais assis sur un des sièges, un strapontin, et en face, il y avait un vieux monsieur, qui me fixait. Qu'est-ce qu'il me veut, ce vieux bouc? Je ne le connais pas. Et tout d'un coup, il a accroché mon regard et il a baissé les yeux. J'ai voulu voir ce qui l'intéressait tellement. Et j'ai vu avec horreur que sur mon manteau beige se découpait en fil jaune le profil de l'étoile. Alors j'ai mis ma main gauche sur mon épaule droite et j'ai commencé à tirer les fils. Le vieux monsieur a souri. Il est descendu au prochain arrêt. J'ai jamais su qui il était. Et on a passé la nuit chez Madame Dumas.
Le lendemain, maman a voulu aller avertir sa mère et sa sœur, qui habitaient à l'autre bout de Paris, pour leur dire aussi d'aller se cacher quelque part. Alors avant le couvre-feu, il doit être 7 heures du matin, maman a commencé à courir dans les rues pour arriver jusqu'à l'appartement où habitaient sa mère et sa sœur. En France, dans les immeubles, il y a des larges portes noires qu'on appelle des portes cochères. Et devant ces portes cochères, il y a une espèce de borne blanche. Alors, quand on est assez fluet, on peut se glisser entre la borne et la porte. Et alors, à 7 heures du matin, le couvre-feu n'était pas levé. Et quand maman courait dans les rues, quand elle entendait un bruit de bottes ou qu'elle voyait une lumière, elle se faufilait entre la borne et la porte. Finalement, elle est arrivée à l'appartement, à l'immeuble où habitait sa mère. Elle a commencé à monter les escaliers. Ma grand-mère habitait au 3e. Au 2e étage, elle a vu ma tante qui descendait entre 2 policiers français. Ce n'étaient pas les Allemands qui faisaient ça le boulot, c'était les Français. Et ma tante a dit à maman en yiddish. Ma tante ne parlait pas le français. Elle était arrivée il n'y avait pas tellement longtemps de Pologne. Et elle parlait le yiddish. Elle a dit à maman en yiddish, tu vois, on m'emmène. Maman n'a pas répondu. Maman s'est dit, si elle répond, ils vont savoir qu'elle aussi, elle est juive. Elle a 2 petits-enfants à la maison. Et plus tard, maman avait des remords. Elle dit, ma sœur est partie à sa mort en pensant que j'étais fâchée contre elle. Ma tante a été assassinée à Auschwitz. Ah. Et alors, bon, ma tante est descendue et maman a remonté le 3e étage, le dernier étage, pour avoir à sa mère. Et ma grand-mère était assise sur une chaise et elle pleurait. C'est terrible de voir pleurer sa mère. Et sur les entrefaites, elle a eu une crise cardiaque. Elle était malade du cœur. Maman était chercher un médecin. Maintenant, les médecins français n'avaient pas le droit de soigner les juifs. Et les médecins juifs n'avaient pas le droit d'exercer. Seulement ce docteur, le docteur Lavoie-Pierre, était un médecin qui nous avait soignés auparavant. Il nous connaissait. C'était comme un médecin de famille. Okay. Alors il est venu, il a ausculté ma grand-mère, il a dit maintenant, il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Alors ils ont gardé ma grand-mère 3 jours. Ils l'ont pansée, ils ont fait attention à elle. Au bout de 3 jours, ils ont dit à maman, maintenant, il faut la ramener chez elle. Maman dit, vous ne pouvez pas la garder encore une journée, c'est une femme malade. Alors cyniquement, on lui a dit, vous avez de la chance qu'on ne vous dénonce pas. Alors maman, moitié portant, moitié traînant sa mère, est arrivée jusqu'à l'immeuble où elle habitait. Maman a porté ma grand-mère jusqu'au 3e étage et elle l'a couchée. Ma grand-mère était très pieuse. Elle allait à la synagogue tous les samedis, toutes les fêtes juives, elle allait à la synagogue. Elle essayait de tenir cachère son petit appartement d'une pièce. Et maman était battée, pas du tout croyante. Alors quand maman a mis ma grand-mère au lit, maman pleurait, elle disait, c'est ça ton bon Dieu? Un bon Dieu qui fait des choses pareilles, qui fait des atrocités? D'abord, c'est pas un bon Dieu, c'est un mauvais Dieu. D'abord, il n'y a pas de Dieu. Et ma grand-mère, son dernier souffle, lui a dit, si ma fille, il y a un Dieu. Et elle est morte. Après les obsèques, maman est retournée à Chanlot. Et pendant ce temps-là, Madame Dumas m'avait emmené chez des cousins à elle, en Normandie, au Bois-Mouchet. C'était même pas un village, c'est un hameau, il y a 7 fermes seulement. Et là, j'ai été accueillie comme une enfant de la maison. C'était des gens magnifiques. J'ai mangé avec eux, j'ai couché dans leur lit, j'allais à l'école même au Bois-Mouchet. Et puis le jeudi, on n'avait pas classe. Alors chacun avait des corvées à faire. Alors moi, ma corvée, c'est d'aller mener les vaches au champ. Bon, on avait un champ avec de l'herbe tendre, mais à droite du champ, il y avait un champ de blé, en face un champ de maïs, l'autre côté il y avait un champ d'avoine. Les vaches, pas bêtes, préféraient de beaucoup les petites pousses de blé et d'avoine plutôt que notre champ à nous. Alors j'avais un chien. Le travail du chien, c'est de mordiller légèrement les jarrets des vaches pour les ramener dans le bon endroit. Alors, quand Boulot voyait que je me préparais à aller au champ, prenait le chapeau, prenait le bâton, il sautait, il jappait. Tout le monde disait, vous voyez comme Boulot est content d'aller au champ avec Mouillette. Vous pensez s'il était au champ, sale bête. Arrivé au champ, il se mettait à l'ombre sous un arbre, il s'étendait, et il ronflait. Alors, il fallait qu'il m'aide, alors je poussais un peu du pied,
Mais il s'est retourné montrer les dents. Alors je l'ai poussé un peu plus fort, il s'est retourné. Après ça, j'ai laissé dormir. C'est moi qui courais après les vaches. Mais ce qu'il y avait de bien, c'est que j'étais toute seule là, loin de tout. Alors je me parlais à moi-même en yiddish. Il me semblait que ça me rapprochait de ma grand-mère, qui était déjà partie. Et puis je me chantais les petites chansons que ma grand-mère, en yiddish, que ma petite grand-mère, ma grand-mère m'avait appris. Et puis je suis restée là 9 mois. Au bout de 9 mois, maman est venue me chercher pour me ramener avec elle à Chanlot. Alors nous marchions le long de la route. Chanlot n'avait pas de gare, de train. Mais dans ce petit hameau de cette ferme, il y avait une gare. Alors nous marchions le long de la route avec nos bagages. Il y a une voiture qui s'est arrêtée à nos côtés. Et 2 hommes en sont descendus qui parlaient parfaitement le français. Il a montré le revers de sa veste. Gestapo. La Gestapo, c'est la police allemande. Il a demandé à maman, qu'est-ce que vous avez là? Maman, il dit, ma fille était en vacances à la ferme. Je la ramène à Paris avec ses vêtements. Ouvrez. Maman s'est dit, bon, ça y est, on est perdu. Parce qu'en plus de mes vêtements, il y avait aussi un lapin fraîchement tué, il y avait une motte de beurre, il y avait un fromage, des choses que maman ramenait à Paris pour les vendre. C'était du marché noir, strictement interdit. Et l'autre a dit à maman, vos papiers. Il fallait sortir la carte d'identité avec la photo. Sur la photo, il y avait estampé juif en rouge. Maman s'est dit, ça y est, nous sommes perdus, c'est fini, on va nous emmener. Et pendant que maman hésitait, ne sachant s'il fallait qu'elle obéisse à l'un ou obéisse à l'autre, le premier, il a dit, vous n'avez pas l'air de brigand, vous pouvez aller. Ils sont remontés en voiture, ils sont partis. Aïe, aïe, aïe. Je crois que c'est la première fois que la police allemande a laissé partir quelqu'un qu'elle tenait. C'est un vrai miracle, à ajouter aux autres miracles. Oui, Oui. Parce qu'il y avait une autre chose que je pense que votre maman avait rêvé à votre grand-mère décédée, puis elle lui disait dans son rêve de fuir. Vous voulez que je vous dise tout ça? Oui, j'aimerais ça, si vous C'était voulez. un triste soir d'hiver, la neige tombait, il faisait froid. Depuis 3 ans rageait la guerre. Nous étions en 43. Maman était seule à la maison. Mon frère et moi étions partis évacués avec l'école. Maman dormait, c'était la nuit. S'étant endormie ce soir-là, elle rêva que sa propre mère, décédée depuis plusieurs mois, était encore sur cette terre. Elle frappait de l'extérieur à notre fenêtre du 5e, et d'une voix pleine de terreur disait « Ils viennent, ils viennent !» Maman se réveilla en sursaut, tellement l'image était réelle. « C'est sûrement un présage, il faut que je m'en aille », se dit-elle. Dans le noir, elle empila dans une valise un peu de tout, et descendant, elle frappa à la voisine du dessous. C'était une jeune dame âgée et aigrie, mais qui pourtant se révéla une excellente amie. Elle laissa entrer maman chez elle. Cette nuit-là, elles ne dormirent pas. Leur terreur était celle d'entendre les Allemands marquant le pas. Comme dans le rêve, ils vinrent au matin. Les 2 femmes les entendaient rire. Ne trouvant ni personne ni rien, ils mirent les scellés et repartirent. C'est beau. C'est dans mon livre aussi, mais pas le poème, l'histoire. Oui, oui. Mais c'est ça, je pense qu'il y en a 7 dans votre livre. Oui. 7 chances tellement incroyables. Et celle-là que je vous ai racontée avec les Allemands, Oui. c'est la 8e. Mais il va y avoir un ajout à mon livre. J'ai envoyé tout ça à Catherine. Puis votre maman vous a poussé très longtemps à écrire, Oui, de ce que j'ai compris. oui. Puis elle n'a jamais pu être là pour Oui, pour votre comprendre. livre. Ouais. Est-ce que je peux vous demander, elle est décédée de quoi, votre maman? Elle était âgée, maman a 90 ans. OK. Elle était dans une... D'abord, elle avait été dans une maison, une retraite, une résidence, et elle s'était évanouie là. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, et elle était dans la section des gens âgés à l'hôpital. Elle est morte à l'hôpital. OK. Après la guerre, est-ce qu'elle a quand même eu une belle vie? Ben ici, une fois arrivée au Canada, on a bien vécu. Ouais. Oui. Maman est allée à l'école pour apprendre l'anglais. OK. Maman parlait 6 langues. Wow. Elle parlait d'abord le yiddish, le polonais, le russe, l'allemand, le français, l'anglais.
Elle comprenait l'hébreu. Quand même, hein? Oui, En plus d'être forte et courageuse, elle était très cultivée. oui, très. Elle était autodidacte, mais elle avait beaucoup lu. Hmm. Ah oui, et puis à Chanlot, monsieur le curé aimait beaucoup maman. D'abord, il avait 2 soutanes qui tombaient en morceaux. Maman lui rapiéçait l'une pendant qu'il portait l'autre. Et puis, il avait dit à maman aussi, quand d'abord, notre nom de famille, Speiser, 8 lettres, 2 voyelles et 2 Z. Alors, monsieur le curé a dit non, non, il faut changer ça, parce que si les Allemands viennent vérifier les registres, ils sauront tout de suite qui vous êtes. Oui. Alors, le prénom de maman est devenu notre patronyme, Bella. Il a donné un nouveau prénom à maman, Isabelle. Maman s'appelait donc maintenant Isabelle Bella. Mon frère s'appelle Joseph. Alors, il n'y a pas de problème là, Joseph Bella. Moi aussi, monsieur le curé avait dit à maman qu'il fallait que je fasse comme tous les autres enfants, que j'aille au catéchisme, à l'église, le dimanche et tout ça. Et il dit à maman, comme j'ai pas de petite Marie au catéchisme, elle va s'appeler Marie. Je me suis Ok. appelée Marie Bella, dans les registres de l'église. Et il disait aussi, quand il venait voir maman, alors il aimait beaucoup lui parler, parce que maman, comme je vous dis, avait tellement lu qu'elle pouvait parler sur tous les sujets. Et il dit alors, maman, chaque fois qu'il venait voir maman, il disait, alors Madame Bella, quand est-ce qu'on la baptise, votre petite Marie? Maman se pensait, comment refuser? Comment refuser à tout ce village, à tous ces habitants qui nous protégeaient et tout? Parce que M. Curé dit, si elle n'est pas baptisée, elle ne pourra pas faire sa première communion avec les autres. Mhm. Et tout le village de Chanlot, il l'a dit, c'était cotisé pour m'offrir le vêtement de première communiante. En France, les premières communiantes sont habillées comme des mariées. La robe blanche, le voile blanc, les gants blancs et tout ça. Et tout était prêt. Comment refuser? Seulement, maman, comme je vous dis, était remariée. Et mon beau-père était prisonnier des Italiens. Quand les Allemands ont envahi la France, les Italiens se sont appropriés toutes les provinces qui longeaient la Méditerranée. Et là, il y avait 2 camps de prisonniers italiens. Il y en avait un très sévère et il y en avait un autre qui était moins sévère. Alors l'autre, le moins sévère, on pouvait s'en aller, les prisonniers s'en allaient, les gardiens ne disaient rien. Mais pendant qu'on parlait, là, mon père était dans cette prison qui était très sévère. Alors maman a dit à monsieur le curé, elle dit, vous savez, pour une occasion aussi monumentale, il faudrait que son père soit là. Hmm. Monsieur le curé a bien compris. Quand mon père est arrivé, c'était presque la fin de la guerre, jamais été baptisé. Est-ce que vous auriez aimé ça? À l'époque, oui, moi je voulais être baptisé. Hmm. J'avais trouvé dans un grenier un corpus. Le corpus, c'est le Jésus sans croix. Alors, je m'étais fabriqué une croix, j'avais accroché avec une ficelle le Jésus sur la croix, et je l'avais accroché au mur. Mon frère est venu, je lui ai hâté parfait, il a vu ça, il a descendu. Bon, je croyais que c'était une erreur, que le Jésus était tombé, bon. Alors, une autre fois, il est revenu, moi je l'avais raccroché, il est revenu, je l'ai vu qu'il descendait la croix. Alors, je me criais, maman, il descend mon Jésus. Mon frère a trouvé un argument massu. Il a dit, t'as pas honte? Le pauvre jeune homme, il est descendu. Tu veux le raccrocher? Oh. J'ai plus jamais raccroché le... Ah, Vous, à l'âge que vous aviez, parce que vous étiez quand même jeune quand Oui. tout ça s'est arrivé, est-ce que vous aviez quand même conscience que tout ça, c'était à cause que vous étiez juif? je savais que nous étions juifs et que les juifs étaient poursuivis parce que les Allemands avaient émis toutes sortes de décrets contre les juifs. Mais on ne savait pas ce qui se passait ailleurs parce que la presse c'était les Allemands qui dirigeaient tous les journaux. Et puis on n'avait pas le droit d'écouter la radio. Alors si on l'écoutait la nuit quand même, mais alors on n'avait pas de nouvelles. Mhm. Puis dans ce temps-là, est-ce que vous avez perdu certains amis parce que justement il y avait une dissociation avec les Juifs et les non-Juifs? Est-ce que, ou vu que vous étiez enfant, les petits-enfants, c'était le dernier de leurs soucis, puis Oui, non, ça les leur enfants, dérangeait pas? J'allais Ok. à l'école et puis non, surtout j'allais à l'église. Je me rappelle,
en Chandeleur, à l'église, on allait d'abord le matin, dimanche matin, on allait à la messe. L'après-midi, on allait aux vêpres et accomplis. Et pendant les vêpres, on récitait le chapelet. Un jour, monsieur le curé m'a fait l'honneur de conduire le chapelet. J'étais aux anges. Je vous salue, Marie. J'y allais tout doucement pour faire durer le plaisir. Les filles en arrière, elles me poussaient. Mais dépêche-toi donc. Fait que vous aviez quand même une certaine fascination pour la religion catholique. Vous vous sentiez bien. Ça parle à un enfant, hein? Un bébé né dans une mangeoire, avec des vaches, des veaux, surtout quand on vit dans une ferme. Oui, exact, en plus. C'est comme un conte de fées. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter un des plus beaux souvenirs que vous avez avec votre maman? Il y en a tellement. C'est bizarre, j'arrive pas à mettre le doigt sur un en particulier? Sur un en particulier. OK. Est-ce que vous parlez encore le yiddish? Oui. Oui? Ça a l'air de quoi, une phrase en yiddish? Ich hab euch lieb, je vous aime. Ah. Le yiddish, c'est une langue qui a la même racine que l'allemand. Comme le français et l'italien ont une racine latine. Là, ils ont la même racine. Fait que ça se ressemble beaucoup. C'est pour ça que votre maman était capable de comprendre quand les Allemands parlaient. Oh, oui, c'est ça? alors. OK. Ça se ressemble à ce point-là. C'est ça. Puis vos grands-parents étaient juifs hassidiques? Les parents de ma mère étaient chassidim. Les parents de votre... OK, oui. C'est ça. OK. Les autres, non, ils étaient athées. Mon père riait de maman. Mes parents, mes grands-parents paternels riaient de ma grand-mère maternelle. Et puis, paraît-il, des simagrées quand elle allumait les bougies. Les traditions. Ils se moquaient des traditions. Ouais. Au début de votre livre, ça m'a bien fait rire l'histoire de la poule. Ah oui. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de la poule? C'est juste avant le Yom Kippour, la fête du Grand Pardon. Ma mère était à l'hôpital, elle avait 10 ans. C'est le jour la veille du Grand Pardon. Son père est venu avec une poule qui cacotait doucement. Et alors il est arrivé, et il a pris la poule et il l'a fait tourner au-dessus de la tête de l'enfant. Parce qu'une fois que la poule on tue la poule, tout ce qu'on a commis de mauvais, toutes les fautes s'en vont avec. Les fautes sont transférées à l'animal. Transférées à l'animal. Okay, ouais. Et naturellement, maman voulait se cacher, elle avait honte. Tout le monde grillait. C'était un hôpital qui n'était pas juif. Tous les chrétiens se roulaient par terre. Mon grand-père, il a continué à faire tourner en récitant les prières. Après, il a arrêté. La poule gloussait très fort, très haut. Et après, quand il a fini, il a embrassé sa fille. Il a remis la poule sur son bras et il est reparti. Fait que votre maman a grandi dans toutes ces traditions-là. Oui. Puis vous, est-ce que vous en avez gardé certaines traditions? J'allume les bougies le vendredi soir. OK. Pendant longtemps, je ne l'ai pas fait. Mais c'est tout. Moi, ma religion se traduit à manger du pain azim pour la Pâque. Et puis à jeûner au Grand Pardon, à Yom Kippour. C'est quoi du pain azim? Je ne vais pas à la synagogue. OK. C'est le pain azim, c'est ça, c'est fait comme une hostie. C'est la farine et de l'eau. OK. Je comprends. Si vous permettez, je vous montrerai. Oh. J'allais vous montrer. On peut regarder après. Oui. D'accord. OK. Je vais regarder après. À la fin du livre, vous mentionnez que, je me rappelle plus en quelle année, mais des années après, il y a une médaille qui a été remise. Oui. Parce que Chandelot, les habitants de Chandelot ont tous mis leur vie en péril pour vous garder. Et ils pouvaient pas, le gouvernement israélien ne pouvait pas décerner les médailles et les certificats à un village ou à une ville. Alors ces deux familles, la famille Nizier, où maman et moi nous habitions, et la famille Roy, où mon frère habitait, Israël leur a remis des
médailles et des certificats des justes. Les justes, ce sont les chrétiens les gens non juifs qui ont gardé les juifs au péril de leur vie. Et alors, ça, c'était... mon Dieu, il doit y avoir une vingtaine d'années de ça, déjà. Alors, les représentants du gouvernement israélien sont venus à Chanlot. Tout Chanlot était là. Les professeurs, les enseignants avaient emmené les enfants. Et puis, on a fait on a remis les médailles. Malheureusement, ce n'était pas à titre posthume parce que les gens étaient décédés. Mais Monsieur le maire les a reçus en leur nom. Ça devait être un moment merveilleux pour vous. Et puis, moi, j'ai récité presque une prière en hébreu. Monsieur le curé a dit une prière en latin et en français. Et puis, il y a marqué sur la médaille que celui qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière. C'est vrai parce que une personne a des enfants et d'autres enfants et on sauve l'humanité. Oui, exactement. Puis, est-ce que c'est à partir de votre livre que vous avez commencé par la suite à faire des conférences? Oui. Oui, OK. Oui. D'abord avec Azrieli, avec Marco et puis Catherine. Nous sommes allés partout. Est-ce que ça vous fait du bien de la raconter, cette histoire-là? Oui, ça me... Pour éduquer les gens, j'imagine? Oui. Pour que les gens comprennent ce qui s'est passé? Oui. Je leur dis aussi aux enfants, surtout, je leur dis, d'abord quand ce sont des jeunes, je leur dis plus tard, c'est vous qui ferez les lois, c'est vous qui serez au pouvoir, soyez tolérants. Tolérants de gens qui n'ont pas la même couleur de peau que vous, qui ne parlent pas comme vous, qui ne s'habillent pas comme vous. Et aussi, si vous voyez qu'une injustice a été commise, il faut parler, il faut s'impliquer, il faut protester. Et puis je leur laisse avec les mots du pasteur Martin Niemöller. Vous en avez entendu parler? Non. Un pasteur protestant qui a été, en concentration, il en est revenu. Il a dit, quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai pas protesté, j'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les communistes, j'ai pas protesté, j'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les unionistes, j'ai pas protesté, j'étais pas à l'union. Et quand ils sont venus pour moi, il n'y avait plus personne pour protester. C'est beau. Est-ce que ça vous dérangerait de terminer, parce que je vous ai entendu tantôt réciter le poème « Mon enfance », je crois. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est « Souvenir d'enfance ». Oui, c'est ça. Est-ce que vous aimeriez ça, terminer avec ça? Mais oui. Oui, OK. Je vous laisse aller. Il est des villages qui n'intéressent personne, des villages perdus dans la campagne française, humbles petits hameaux en Bourgogne ou en Corrèze que les pommiers entourent et que la vigne couronne. J'ai vécu dans un de ces calmes villages pendant que sur le monde rageait la tempête. Fillette attentive, j'enregistrais dans ma tête les profondes paroles d'un vieux paysan sage. Il disait que toutes les races sont identiques. Il parlait de beauté, de justice et d'amour, tandis que dans un monde déchaîné, nuit et jour, les hommes se battaient de l'Oural à l'Atlantique. Il me faisait lire de Bazin les Oberlés. Il me parlait tout bas de son héros, de l'âtre, quand nous étions assis le soir au coin de l'âtre, après que mes leçons fussent sues et récitées. Il me donnait le goût de la liberté. Nous écoutions en cachette la radio anglaise. Les messages personnels le remplissaient d'aise, car résistant, certains lui étaient destinés. Il est mort, ce vieux paysan bourguignon, sans laisser personne pour perpétuer sa race. Mais son souvenir et son exemple garderont leur place dans nos cœurs fidèles qui toujours se souviendront. Est-ce que ça vous dérange que je mentionne l'âge que vous avez? Pas du tout. Je vais avoir 93 ans le mois prochain. C'est incroyable. Merci. C'est incroyable. Écoutez, je vous l'ai mentionné, mais je vous le redis. Je vous l'avais dit il y a 2 mois quand on s'est rencontrés. Mais je trouve que qu'est-ce qui dégage de vous, c'est la petite enfant, votre enfant intérieur. Je trouve que c'est ça qui... Vous êtes tellement souriante. Vous avez encore un petit air espiègle, on dirait. C'est gentil. Je trouve ça magnifique. Magnifique. Merci. Quand je suis rentrée dans votre maison tantôt,
ça me fascine. J'exagère même pas. Il y a des milliers de livres 2000 ici. à peu près. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est Vous pas seulement m'avez- ici, c'est dans la bibliothèque aussi. Vous m'avez parlé que votre mère lisait beaucoup. Oui. J'imagine que c'est ça qui vous a donné le goût de lire. Oui, je me rappelle, quand je prenais des livres à la bibliothèque, j'étais petite, j'aimais voir des livres avec les images, parce que les images, ça enlevait du texte. J'aurais voulu qu'il y ait plus de texte que d'images. Wow! C'est très rare, ça. D'habitude, c'est le contraire pour un enfant. Fait que merci, Muguette. Merci Mais de rien. énormément. Ça m'a fait grand plaisir. Vous êtes une femme magnifique. Merci. Merci. Et je vous remercie pour tout. Vous êtes charmante. Merci, c'est gentil. Bye-bye! Au revoir. Attendez, vous allez prendre un... Oui, je disais bye-bye. Oui.